Eh bien, bonjour Mathias. Bonjour Journal. Alors, on va s'appeler par notre prénom parce que nous nous connaissons. Hein, ça sert à rien de se vouvoyer, on va se tutoyer. Alors, on va parler d'un livre très important que je propose dans la boutique Vox Gallia qui s'appelle Le livre de famille de Charles de Ribe. Voilà. Je vous le montre ici. C'est un livre qui, au premier abord, on ne comprend pas forcément tout de suite de quoi il s'agit et qu'est-ce qu'il contient. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais c'est un livre qui est essentiel pour toute famille française, et on va expliquer en quoi il est essentiel et en quoi chaque famille devrait avoir ce livre de famille. Alors ce livre-là qui va servir à constituer, à rédiger son propre livre de famille, c'est un petit peu un manuel qui permet à chaque famille de se constituer leur propre livre de famille, et c'est ce qu'on va évoquer ensemble. Alors avant de rentrer dans le détail du livre, est-ce que tu peux simplement nous présenter la maison d'édition que tu as montée, les éditions L'Honnête Homme? Qu'est-ce que tu publies comme type de livre et surtout comment cette maison d'édition est née? Pourquoi tu as voulu la créer? La maison d'édition L'Honnête Homme a été créée en septembre de cette année. Et donc c'est une maison d'édition qui vise à revaloriser la culture traditionnelle et l'esprit classique. Donc on choisit des livres qui s'inscrivent dans cet esprit-là. Donc notre premier ouvrage, c'était celui que vous voyez derrière, qu'on a aussi ici, qui était Les règles de la bienséance chrétienne. Donc c'est un livre du XVIIIe siècle, non, du fin XVIIe, pardon, de Saint Jean-Baptiste de La Salle, qui écrit sur la bienséance, tout ça. Donc c'est des valeurs qui peuvent nous paraître aujourd'hui un peu désuètes, mais qui font partie des valeurs classiques du patrimoine français. Et donc, avec la maison d'édition L'Honnête Homme, on essaye de ressortir comme ça, de republier, donc c'est que de la réédition, des livres qui sont dans ces thématiques-là. Donc on a sur le savoir-vivre, on va avoir sur le développement personnel, on va avoir des ouvrages sur l'éducation, là vous avez les 12 vertus d'un bon maître de Saint Jean-Baptiste de La Salle. Et cet ouvrage, le livre de famille, qui est notre dernier, et qui nous tenait beaucoup à cœur, parce qu'en fait c'est un ouvrage qui vise à enraciner l'individu. C'est un ouvrage qui lui donne toutes les clés à l'individu aujourd'hui déraciné dont nous faisons partie, pour s'enraciner dans un récit familial. Recréer un esprit familial. C'est ça, c'était l'idée déjà à la base de Charles de Ribe, donc dans le livre, celui-là, le livre de famille, qui explique en fait qu'est-ce qu'un livre de raison, à quoi il sert et à quoi il est utile à la société et aux familles. Donc Charles de Ribe, lui, c'est un sociologue du 19e siècle, qui était dans le courant un peu de Frédéric Leplay, ce genre de sociologue. Donc ce sont des gens qui sont à la base de la sociologie française, faut le savoir, et qui faisaient le constat suivant, c'était que déjà milieu 19e, ils trouvaient la société décadente. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Il n'y avait pas le wokisme, il y avait très peu de divorces et tout, mais c'était déjà le début pour eux. Et pour eux, ça leur semblait un effondrement en fait. Ils voyaient que les principes fondamentaux de notre société étaient en train de s'effondrer, et ils voyaient tout de suite les résultats qui allaient arriver. Et donc, en tant que sociologue, ils se sont mis alors Frédéric Leplay, c'est un peu comme ça qu'il a fonctionné, c'est-à-dire qu'il allait parcourir toute l'Europe, je crois qu'il a été jusqu'à la Turquie, avec son sac à dos, avec des notes, il a été dans des familles, il a été dans des villages, il prenait des notes, et en fait, il étudiait l'anthropologie des familles et des peuplades, et il en tirait des espèces de principes, en fait, de voies de conséquences. Il se disait, ces peuplades-là, elles fonctionnent très bien parce qu'elles fonctionnent comme ça. Ces peuplades-là, elles fonctionnent moins bien parce qu'elles fonctionnent comme ça. Et donc, en réanalysant les familles françaises, lui, il se dit, mais en fait, la famille française, c'est le socle de la société. C'est vraiment ce qui maintient notre pays et c'est ce qui a fait la France. Et tu le sais très bien, puisque l'histoire des rois de France, c'est l'histoire de familles qui ont réussi et qui étaient au sommet de l'État, tout simplement. Et donc faisant ce constat-là, il se dit, je vois ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas, et je sais maintenant que j'ai découvert les principes qui fondent les bonnes familles, comment restructurer la société. Lui, vraiment, leur idée à Frédéric Leplay et aux disciples qui étaient Charles de Ribe, c'était sauver la société par la restructuration des familles. Donc, c'est-à-dire, il y a des principes qui fonctionnent et qui sont féconds chez les familles. Ces principes-là, si on les respecte et qu'on les adopte, et forcément, on va avoir un impact sur le pays et sur la société. Donc, faisant cette découverte-là, Charles de Ribe trouve un outil qui lui paraît essentiel, c'est le livre de raison. Le livre de raison, c'était une coutume dans les familles françaises. Donc, à la base, c'était un livre de comptes, donc qui servait à tenir un peu le registre des affaires de la famille.
Et petit à petit, c'est devenu un livre où on y a inséré une généalogie, des récits de famille, des faits marquants. On y rajoutera aussi après des sentences pour l'avenir, des sentences morales pour guider un peu les enfants. Et donc ça a donné ces livres de raison qui existaient dans la plupart des familles françaises et qui servaient à perpétuer la mémoire de la famille et l'esprit de la famille. Et donc Charles de Ribes découvre ces livres de raison. Il trouve que c'est un outil formidable parce qu'en fait ça contient tout. Ça contient l'enracinement géographique avec les actes notariés, ce genre de choses. Ça contient la mémoire des ancêtres avec la généalogie et tout. Ça contient les principes moraux avec les sentences familiales. Donc il se dit, c'est grâce à ça que les familles tenaient en fait. Et en effet, il le constate en tant que sociologue, c'est-à-dire qu'en analysant les familles françaises, il voit les familles qui ont perduré le plus longtemps étaient les familles qui avaient des livres de raison et qui faisaient l'effort de continuer la tradition des livres de raison. Et il se dit, aujourd'hui, la société est en décadence, et forcément, dans les familles que je constate, dans les familles des enquêtés, ils n'ont plus de livres de raison. Donc il fait la corrélation un petit peu entre les deux. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, c'est ça peut être effrayant de prime abord, c'est-à-dire rédiger quelque chose. Aujourd'hui, on a de moins en moins l'habitude de rédiger. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde? Et déjà à l'époque, est-ce que toutes les couches de la société rédigeaient un livre de famille? Est-ce que le paysan, l'artisan, le noble, tout le monde pouvait rédiger ce genre d'ouvrage? Et aujourd'hui, est-ce que tu peux rassurer un petit peu les gens qui nous écoutent? Est-ce que tout le monde peut rédiger son propre livre de famille? Effectivement, ça peut être une source d'inquiétude de devoir rédiger une histoire familiale. C'est un exercice compliqué. On n'est pas tous écrivains, on n'a pas tous des capacités littéraires, ce genre de choses. Mais alors non, le livre de raison, c'est vraiment un livre très simple. Et c'est un livre qui se veut le plus sommaire possible, en fait. Il y a une sentence comme ça qui revient souvent dans les extraits de livres de famille des anciennes familles françaises. C'est j'ai écrit cela d'un jet de plume. Le plus simplement possible. Voilà. Et donc c'est vraiment ça l'esprit des livres de famille, c'est d'écrire de façon simple, sobre, et ce qui donne un côté du coup très authentique aux livres de famille. C'était pas des livres qui étaient faits pour sortir du domaine familial. Pas le prix Nobel de littérature. Personne va le lire en fait à part les enfants et les parents. Donc en fait c'est très intime. Donc on cherche pas à faire des phrases empoulées ou ce genre de choses. Le but c'est pas d'avoir un style, enfin le seul but c'est d'avoir un style le plus simple et compréhensif possible pour qu'il puisse passer de génération en génération et être compris de tous. Donc ça demande pas des qualités littéraires extraordinaires. Par contre, ça demande une méthodologie. Et c'est ce que nous explique justement Charles de Ribes dans son livre. C'est vraiment son livre, c'est une notice de comment rédiger un livre de famille. Et donc cette méthodologie, il invite tous les rédacteurs à la suivre, parce qu'en fait, elle permet de s'enraciner dans cette tradition des livres de famille, de reprendre les principes qui ont fonctionné, et de pouvoir produire un ouvrage qui s'inscrive dans cette lignée et qui ait cette même patte. Alors on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Comment ça se structure un livre de famille? J'imagine évidemment qu'il en parle. De quoi on parle précisément, tu l'as un peu évoqué, mais surtout de la structure, comment ça se concrétise? Alors effectivement, comme je disais, c'est une notice, donc vraiment, il donne toute la méthodologie pour rédiger son livre de famille. Et donc c'est assez simple en fait, c'est assez naturel, c'est du bon sens. Il va se diviser en 3 parties. La partie passée, la partie présent et la partie future. Donc dans la partie passée, on va essayer de trouver toutes les informations possibles et imaginables sur notre famille. Donc ça va être la généalogie, ça va être les histoires familiales racontées de génération en génération. Il parle, donc vu qu'il écrit milieu 19e, il parle de la photo, forcément, intégrer des photos de famille, intégrer toutes les anecdotes, tout ce qu'on peut recueillir. Toutes les professions, j'imagine aussi. C'est ça, alors, tout à fait, les professions qui ont été pratiquées dans la famille. Ça va être aussi les zones géographiques qui ont été habitées par la famille. Donc vraiment toute la mémoire du passé, donc qui va permettre en fait au lecteur du livre de famille de savoir d'où il vient.
Et donc, il prend plusieurs exemples en France de familles enracinées dans l'Auvergne, une dans l'Aveyron, qui parlent justement de leur domaine, de leur terre, et ce qui donne un côté extraordinaire au... C'est un voyage dans l'histoire, dans la France. C'est ça, c'est ça. Il y a vraiment, on sent des gens enracinés qui sont amoureux de leur terre, de leur terroir, et qui en parlent avec une poésie et un verbe qui est magnifique. Je pense qu'il y a très peu de gens aujourd'hui, quand ils vont rédiger leur livre de famille, qui pourront avoir ce phrasé-là. Mais on voit qu'à l'époque, c'est assez... forcément, il y avait une mobilité géographique beaucoup plus réduite, donc c'est assez classique. Donc, et il incite les gens sur le passé à recueillir le maximum d'informations et à les développer. En ce qui concerne le présent, donc il va nous inciter à raconter tout simplement notre vécu, c'est-à-dire comment était ma mère, comment était mon père, à décrire vraiment tout ce que nous on a vécu pour pouvoir transmettre ça dans le livre de famille aux enfants, en y inscrivant les dates de mariage, les dates de baptême, les grands événements de la famille, donc je sais pas, l'achat d'une propriété, un déménagement, les naissances. Voilà, tout ce genre de faits vont être constitués dans le livre de famille dans la partie présent. Et dans la partie avenir, je sais pas vraiment comment ça se faisait à l'époque, mais en tout cas aujourd'hui on pourrait imaginer, avant de rédiger son testament, eh bien de mettre certaines sentences en fin de vie, c'est-à-dire que peut-être quand vous avez des petits-enfants, ce genre de choses, c'est peut-être le bon moment pour compléter le livre de famille et mettre dans la partie avenir ce que vous a appris la vie, ce qui vous semble important à transmettre à vos enfants ou à vos petits-enfants. Voilà, c'est certaines maximes morales comme ça qui étaient transmises en fin de livre de famille et qui permettaient en fait aux cadets donc qui recevaient à l'aîné pardon qui recevait le livre de famille de savoir ce qui était important pour son père, ce qui était important pour le père de son père et ce qui pour lui est important à transmettre à son enfant. Est-ce que pendant qu'on rédige son livre de famille, donc si j'ai bien compris, c'est un petit peu tout le temps, tout au long de la vie, est-ce qu'on doit en informer ces enfants, leur expliquer ce que nous sommes en train de rédiger au fur et à mesure, ou c'est quelque chose qu'ils découvriront une fois qu'ils auront le livre entre les mains? Alors effectivement, Charles de Ribe commence son livre avec un exemple concret. C'est un jeune homme dont les parents... Donc c'est un jeune homme qui est parti à Paris, dont le père vient de mourir, donc qui revient dans sa province. Et il reçoit ce livre de famille. Donc j'imagine que lui ne devait pas forcément savoir que son père rédigeait un livre de famille, ce genre de choses. Et il y a tout un développement qui est très intéressant pour dire ce que lui a ressenti en recevant ce livre de famille, ce qu'il a compris et l'importance que ça a eu pour lui. Donc c'était un jeune homme qui était monté à Paris pour briller dans les études, ce genre de choses, qui voulait un peu sortir de sa ruralité, S'extraire du milieu familial pour aller réussir à Paris, comme c'était souvent le cas au 19e. Et donc en revenant, il comprend un peu l'erreur qu'il a fait, c'est-à-dire en recevant le livre de famille, il se dit j'ai été loin de mon père, j'ai été loin de ma terre, j'idéalisais comme une chimère la réussite à Paris, et maintenant je dois reprendre la ferme parce que mon père est mort. Et donc, je suis passé à côté de son enseignement et de ses maximes. Et comment je vais faire pour faire face à mes responsabilités maintenant? Mais Dieu merci, j'ai ce livre de famille-là qui me montre ce qui était important pour mon père. Et donc, il ne tarit pas d'éloges à propos de ce livre-là, qui lui donne vraiment en fait tout ce à quoi il aurait pu passer à côté si son père n'avait pas fait l'effort de rédiger ce livre de famille. Donc ça, j'imagine que ça c'est un support incroyable pour la continuité. Il aurait peut-être fait un nombre incalculable de bêtises où il se serait orienté sur des mauvaises voies, et grâce à ce livre de famille, il va pouvoir rester malgré tout sur la voie familiale. C'est ça en fait, ce livre de famille va lui permettre en fait de s'enraciner, de faire face à ses responsabilités, et va surtout lui donner les moyens c'est-à-dire que son père lui donne des conseils sur la ferme, lui donne des conseils sur les ouvriers, donc comme il doit tout gérer du jour au lendemain et qu'il n'a pas l'expérience parce qu'il était à Paris, pardon. Et ce livre-là, va lui donner toutes les clés en fait. Donc il y aura des sentences du type paye toujours tes ouvriers, sinon c'est source de conflit. Donc paye-les avant que le travail soit fait, après que le travail soit fait. Méfie-toi de cette parcelle-là. Voilà, c'est ça. En fait, il lui donne vraiment les clés pour pouvoir gérer l'affaire familiale.
Et donc ça va permettre à cette personne de faire fructifier le bien familial et puis à son tour de le transmettre à son enfant. Et il ne manquera pas lui aussi de rédiger son livre de raison pour donner les directives à son fils. Alors là, tu donnes l'exemple d'un cas où il découvre le livre de famille, mais j'imagine qu'il est préférable de le faire et de prévenir son enfant au fur et à mesure de la rédaction. Bah, en fait, le livre de famille, il a vraiment un rôle une fois qu'on fonde une famille. Donc en soi, on se marie, on a des enfants, on rédige son livre de famille, on peut en parler aux enfants, mais il va pas leur être utile parce qu'en fait, il va leur être utile quand eux-mêmes vont se marier et vont récupérer le livre de famille pour pouvoir eux aussi se construire et rédiger le leur. Parce que dans le livre de famille, vous avez l'histoire de votre famille, donc ça, il faut que les enfants le sachent, tout à fait. Mais le présent sur la partie du présent et la partie de l'avenir leur sera utile plus tard en fait, quand on est encore dans la période éducative. C'est pas la période vraiment où on cherche à se construire et on cherche à s'établir sur un enracinement fort. Ça vient souvent après. Alors, tous les exemples que tu donnes font référence à une époque où on avait des choses à transmettre, souvent une ferme, pour les exemples encore une fois que tu donnes, mais aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, il y a énormément de personnes dans le domaine du service, etc., avec des métiers très différents et aux quatre coins de la France, si c'est pas du monde. Comment on pourrait transposer aujourd'hui avec tout ça, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pourrait transmettre à son fils, à sa fille, peut-être même que son fils, alors qu'on a un métier finalement où il n'y a pas grand-chose à transmettre, ou pas beaucoup de conseils importants, moraux, économiques, patrimoniaux. Essayons d'imaginer un petit peu une situation aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait transmettre dans l'idée de ce qu'il faisait à l'époque. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. Il faut savoir que les livres de raison dont il parle, qui veut réhabiliter au 19e, on est déjà dans une transition économique, c'est-à-dire que les personnes qui vivent de leur terre sont de moins en moins nombreuses. Il y a déjà le développement des usines, des industries, et donc il en parle. Il dit que à l'époque c'était plutôt sur des terres agricoles. Aujourd'hui ça peut être sur des usines familiales, des entreprises familiales, des commerces familiaux. Donc ça change de nature, mais pas le fond reste le même en fait. Ça, c'est quand on a une entreprise. Mais tout le monde n'a pas d'entreprise. On peut simplement avoir un métier sans être entrepreneur. Est-ce que c'est pas un peu plus compliqué de rédiger, de remplir son livre de famille si finalement il n'y a pas une continuité dans le métier? Bah, le problème, c'est que c'est toutes les lois d'héritage, c'est qu'en fait aujourd'hui, on a de moins en moins à transmettre. Les familles prospèrent de moins en moins, donc ont de moins en moins de possessions. Donc c'est vrai qu'à l'époque, les familles, sur plusieurs générations, elles avaient souvent plusieurs biens à transmettre. Elles avaient souvent une activité vinicole ou industrielle, ce genre de choses. C'est vrai que quand on est salarié, on n'a rien à transmettre à son enfant. Quand on est community manager ou ce genre de choses, oui, forcément, tout ce qui est du tertiaire, c'est plus compliqué. Mais en dehors du métier, qui est la source de revenus principale du foyer, on va avoir une maison à transmettre, on peut avoir un terrain de loisirs, on peut avoir comme ça des propriétés. Comment on peut expliquer aujourd'hui que les familles ont de moins en moins de patrimoine à transmettre? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire pour que subitement, de génération en génération, il faille débuter de zéro finalement? Alors effectivement, quand on lit le livre de famille, on voit les exemples qui y sont inscrits et qui nous retransmet pour nous donner des idées. Et c'est souvent voilà un cadet qui récupère la ferme familiale, qui va devoir la faire fructifier, qui va devoir la transmettre à son tour. Aujourd'hui, ce cas de figure sont de plus en plus rares. Et c'est dommage, mais c'est en fait à cause historiquement ça s'explique. Il le déplorait déjà Charles de Ribes, et c'est pour ça qu'il insiste beaucoup sur les testaments. Il conseille dans le livre de famille, à la partie à venir, de rédiger son testament pour organiser ses affaires avant le départ, pour que vraiment il n'y ait pas d'histoire dans la famille, que les biens puissent se transmettre de la meilleure des façons. Et le problème, c'est qu'en fait, au niveau de la République et des lois napoléoniennes, il y a eu une espèce de coupure en fait. Avant la Révolution française, c'était votre aîné qui héritait principalement de tous vos biens. Donc en fait, vous aviez une ferme, vous aviez un terrain, vous aviez un château, vous aviez un vignoble, peu importe.
vous mouriez, votre fils aîné héritait de cette part-là, et lui, donc, pouvait l'utiliser au mieux. Donc, c'est-à-dire que le patrimoine n'était pas dilapidé à chaque génération. C'est-à-dire qu'avec les lois républicaines, vous avez en fait, à chaque mort du parent, du père, qui est le possesseur des biens, vous avez une division de son héritage à part égale entre tous les enfants. Donc, en fait, le patrimoine disparaît à chaque décès. Tout recommencer à chaque fois. Et donc, à chaque génération, voilà, les enfants repartent avec un dixième, un cinquième de l'héritage paternel. Et c'est plus rien, parce que c'est-à-dire que la ferme que vous avez vendue, elle n'existe plus. Si vous la vendez et que vous avez une part de l'argent, ben, vous avez plus de ferme. Donc, Charles de Ribe parle de ces familles-là qui, jusqu'au XVIIe et XVIIIe siècle, rédigeaient soigneusement leur testament pour ne pas forcément désigner l'aîné, parce que si l'aîné n'est pas apte, ça n'a aucun sens, mais désigner le responsable du patrimoine familial et lui incomber les charges qu'il aura à entretenir pour le reste des enfants. C'est-à-dire, si c'est le numéro 2 qui est choisi, par exemple, pour hériter du patrimoine familial, on lui dit, bah, donc c'est toi qui vas hériter, tu vas gérer l'affaire familiale. Par contre, occupe-toi de ta sœur qui va au couvent, occupe-toi de ton petit frère qui lui fait des études supérieures, occupe-toi de, et donc, comment tu peux t'en occuper? Bah, écoute, telle partie du vignoble, elle va servir à la tendrente, elle servira à ça, ça servira à ça. Tu hérites de la fortune familiale, mais il y a une partie de cette fortune-là que, dans le testament, peut être alléguée à un tel ou un tel. C'est vrai que le premier réflexe, c'est de se dire, bon, bah, c'est une personne qui va hériter, c'est un peu injuste. Alors que dans ce que tu dis, et ce qui était le cas à l'époque, c'est que vous aviez une responsabilité très lourde. C'était très limite la pire des positions. Parce que, et là, on en revient à quelque chose qui n'existe plus, c'est la famille élargie. Aujourd'hui, dans une société individualiste, on a déjà des difficultés à gérer son propre patrimoine s'il y en a. Sauf qu'à l'époque, vous aviez l'aîné, si c'était l'aîné qui était choisi, devait gérer sa propre famille, mais aussi ses frères et sœurs, etc. Il y avait une responsabilité qui lui incombait. Et donc, il y avait un esprit de famille, on en revient toujours au même. C'est ça. Il y avait un esprit de famille, il y avait une vraie responsabilité pour l'aîné, donc c'est pour ça que s'il n'était pas apte, la part était donnée à quelqu'un d'autre. Et donc, alors c'est pas dans ce livre-là, mais c'est dans un autre livre de Charles de Ribe, où il prend des testaments comme ça de pater familias qui avaient des dynasties sur des siècles comme ça, et il raconte la mort d'un de ses pères de noble famille. Il raconte comment il est mort, comment à son chevet il donnait encore des conseils à son aîné. Et il y a son aîné qui doit reprendre toute la partie familiale. Et en fait, le père qui est agonisant n'a pas encore rédigé son testament. Et le fils est très attendri par cette... et puis l'affection de son père pour sa descendance. Et il dit, mais papa, vous inquiétez pas, je vais en parler aux frères et sœurs, on fera tout au mieux et tout. Et puis il y a tous les frères et sœurs qui accourent au chevet et qui disent, mais mon père, vous n'y pensez pas. Enfin, on va jamais se disputer pour l'héritage familial. C'est Pierre, ou je sais plus comment s'appelle le garçon, l'aîné, avec ou sans testament, ça restera comme ça et tout. Et donc le père est ému aux larmes de l'entente de ses enfants et de l'esprit familial qu'il a réussi à leur transmettre. Et il arrive quand même à se lever pour rédiger son testament, ne serait-ce que pour entendre leurs accords et les notifier par écrit pour qu'au point de vue légal, les choses puissent se faire correctement. Et donc il y avait vraiment cet esprit de transmission, cet esprit de responsabilité, parce que vous étiez responsable des biens que vous héritiez. Et donc, quand on essaie dans une noble famille qu'on avait un château, un patrimoine, un vignoble, ce genre de choses, et ben si on dilapidait tout ça, c'était notre faute. Et donc on avait le devoir de le faire fructifier, ou en tout cas de le conserver. C'est marrant parce que c'est exactement la même chose pour les rois de France. Vous aviez les frères et sœurs qui avaient des apanages, des domaines, etc. Et puis le roi avait la responsabilité aux yeux de l'histoire de devoir faire fructifier le royaume pour ses successeurs. Donc tout ça, ce ne sont que des histoires de famille. Et ça se faisait, encore une fois, vraiment dans toutes les familles. Là, on prend beaucoup l'histoire de l'aristocratie parce qu'ils parlent de ces familles-là parce que c'est plus simple, elles ont plus d'archives, elles sont mieux établies, elles ont une durée de vie dans le temps qui est plus longue, mais c'est vraiment quelque chose qui se faisait dans toutes les familles. De savoir transmettre ses biens, peu importe la valeur de ses biens, il fallait savoir les transmettre et savoir les gérer pour les générations futures.
Alors avant de conclure, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose? Je peux juste vous lire brièvement un petit peu la définition que donne Charles de Rippe du livre de raison, parce qu'elle est très intéressante et très éclairante. Donc, les familles les plus chrétiennes, les plus recommandables, les mieux ordonnées, celles en un mot qui ont fait la France, avaient autrefois, pour la plupart, une coutume qui prouve combien sérieuse et pratique était la direction de leur vie. Sous le nom de livres de raison, elles tenaient des livres domestiques qui étaient pour elles autant de trésors de souvenirs en même temps que de garanties de bonne administration. Là, on comprend ce que c'est le livre de raison, quelle est son utilité, quelle est son importance. Eh bien, merci beaucoup Mathias d'avoir présenté ce livre. Je tenais vraiment à faire cet entretien parce que quand on voit le produit, le livre, quand on l'a sous les yeux, on s'imagine pas vraiment ce que c'est. Qu'est-ce que veut dire ce livre de famille, livre de raison? Mais en tout cas, là, c'est beaucoup plus clair. J'espère en tout cas pour vous que c'est beaucoup plus clair. Alors n'hésitez pas à rédiger votre propre livre de famille. Vous avez compris en quoi c'est essentiel, surtout pour les générations futures. On a cette responsabilité de reconstruire à notre niveau la France complètement ruinée, moralement et économiquement. Il y a tout à refaire. Il y a tout à refaire. Donc commençons déjà, avant d'imaginer pouvoir reconstruire les élites qui nous dirigent, commençons déjà à reconstruire nos propres familles. Et ça passe par ce livre de famille. Merci de l'avoir réédité en tout cas. Et donc je vous donne rendez-vous sur le site des éditions Vox Gallia pour pouvoir vous le procurer. Et je vais te laisser le mot de la fin sur comment on peut retrouver tout ton travail, par quel biais. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur la maison d'édition L'Honnête Homme. On en est à 7 ouvrages et on travaille sur encore 8, 9, 10. On espère arriver à 10 ouvrages à la fin de l'année. Alors vous avez compris que ce n'est pas le seul livre qu'il publie, il y en a d'autres, dont le livre que tu as présenté au tout début de Saint Jean-Baptiste de la Salle, Les règles de la bienséance, et d'autres livres toujours sur cette thématique, comme tu le disais, de réenracinement des familles mais aussi des individus. Et donc merci beaucoup. Merci à et toi, puis Jordan. au plaisir d'un prochain entretien.